Bon, Ezra Miller, c'est pas un pangolin qui l'a mordu, hein, c'est clairement Booba. Je vais te baiser, t'es mort. Et Big Flo. Écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé, je vais te Et dégager. ça lui a filé un virus qui le fait agresser des gens et surtout qui risque de faire annuler à la vitesse de la lumière le film qui était pourtant le moins rapide à sortir du DCEU. Aimez-vous, putain, hein, faites-vous du Disney Plus si affinité devant Rox et Rookie, hein, ça détend, hein, à moins que vous soyez plutôt tous du genre à être devant le Mandalorien, hein, que tout le monde s'est évidemment retenu de télécharger, hein, ouais, The Mandalorian is the new restez vierge jusqu'au mariage. Je vous rappelle que si vous souhaitez aider ma chaîne, vous pouvez voter pour elle au BGF Awards, hein, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez voter une fois par jour pour l'un des candidats retenus dans les 5 catégories, hein, et on se retrouvera peut-être à Bordeaux en fin mai, même si je pense que ça sera sûrement reporté vu les circonstances. Donc c'est que partie remise et la vidéo qui a été sélectionnée en plus c'est la Comic Academy et celle-là elle me tient énormément à cœur. Ici votre fidèle Comi des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 239e JT Comics. On a retrouvé Lockjaw, hein, Gueule d'Or qui se remet tranquillement pépère de l'échec de la série des Inhumains, mais qui peut quand même te retourner plus rapidement que 3 Ezra Miller, et donc mollo sur le molosse, et sans plus attendre, eh bien on passe aux news de la semaine. Wolverinberbe. Tiens, je ne sais absolument pas pourquoi, mais il semblerait qu'en ce moment, hein, YouTube et son algorithme un peu farceur vous poussent à regarder la vidéo de présentation de la chaîne, et donc il y a plus de 4 ans. Je le sais puisque vous êtes nombreux à la commenter, à trouver ça marrant, hein, la barbe ça change évidemment un homme, enfin dans mon cas ça change clairement un enfant, hein, mais à ma décharge, je ne suis pas le seul puisque le grand éditeur Tom Brevoort de chez Marvel partage en ce moment plein de petits dossiers de la maison des idées et qu'il a posté en ligne une image de ce que Wolverine était censé ressembler selon l'artiste John Byrne sous son masque si on devait lui enlever bien avant la première fois qu'il le fait dans le X-Men numéro 98 hein, pendant une nuit d'hiver hein, new-yorkaise où ils chillent tous hein, et Wolverine il a sa petite écharpe autour du cou parce que ça serait con qu'un mutant qui possède un facteur régénérant attrape un rhume. Donc on voit que Dave Cockrum a opté pour un Wolverine assez différent hein, avec des contours un petit peu plus saillants, un nez moins épaté, un visage un petit peu plus pointu, plus marqué par le temps, plus ridé. Hein. On voit aussi que les cheveux sont beaucoup plus conquérants puisqu'ils descendent au moins jusqu'en bas du front. Hein. Ça normalement c'est le territoire des sourcils très clairement. La coupe classique, hein, la double marée à tout prix qui est caractéristique du mutant Nabo. Un Wolverine clairement plus inspiré par Timberwolf chez DC Comics que par John Byrne, mais ce qu'il y a de bien avec ce dernier, c'est que de tout ce qu'il crée, rien ne se perd et tout se transforme, puisque les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'il a plus ou moins réutilisé ce design pour Dents de Sabre, un Sabertooth qui est apparu dans la série Iron Fist, hein, puisqu'à la base c'était censé être un ennemi récurrent de ce dernier. Flash News. 3 news sur Flash, hein, la première c'est évidemment celle qui monopolise l'actualité, Ezra Miller qui pète un plomb, qui étrangle une femme et qui la met par terre tout en continuant de l'étrangler, hein. Après les rumeurs disent que c'est une fan qui aurait plaisanté avec lui en disant qu'elle pourrait le battre. Bon bah lui il a pris ça un petit peu premier degré, il aurait même craché sur le caméraman, mais ça ce ne sont que des rumeurs. Quoi qu'il en soit, ça pue pour lui très clairement et ça ne va certainement pas aider le film Flash à avancer, hein, déjà que, et puis ça va peut-être mettre fin cependant au running gag, hein, le running gag du vous inquiétez pas, faut juste qu'on réécrive le scénar et qu'on change de réal, hein, mais ça prendra juste 2 secondes, douche comprise. L'autre triste nouvelle, hein, c'est que l'acteur Logan Williams qui incarnait le jeune Flash dans la série sur CW est mort à l'âge de 16 ans dans des circonstances qui n'ont pas été dévoilées, hein, mais comme dit le grand Théoden du Rohan, aucun parent ne devrait enterrer son enfant. L'autre nouvelle concerne Flash Gordon, puisque l'original du comic strip de sa toute première apparition par Alex Raymond s'est adjugé à 480 000 $, hein, pulvérisant si j'en crois les articles le record de vente pour un comic strip, hein, mais personne ne nous cite vraiment un précédent sauf le Daily Mail qui nous dit que le précédent c'est la couverture de Amazing Spider-Man numéro 100 qui s'est adjugé à 478 000 $. Mais du coup si on peut tout comparer, parlons de cette couverture du comics Fritz the Cat par Robert Crumb qui s'est adjugé à 717 000 $, ou alors si vous voulez rester sur du comics, hein, ce Hulk par Herb Trimpe, donc le Hulk 180, la première apparition de Wolverine, hein, qui s'est adjugé à 657 250 $. Rien que ça. Corona Comics. Avant de faire notre petit point hebdomadaire sur la crise de l'industrie du comics, la plus sale des nouvelles Covid-19 de la semaine, c'est que le virus a emporté Juan Jiménez, co-créateur de la caste des Métabarons entre autres, hein, un génie
de la science-fiction. Et ce n'est que maigre consolation que de voir fleurir son art sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Sinon, nous vivons clairement un moment historique, puisque Marvel n'a sorti aucune nouveauté depuis 2 semaines, d'ici presque pas. Cette semaine, ils sortent quand même le Gotham High, donc en édition digitale et dans les librairies qui restent ouvertes. Les autres éditeurs, c'est quasi pareil, il y a une production même en amont qui est ralentie. Certains éditeurs demandent aux artistes de poser les stylos, puisque le principal distributeur, le seul même de comics aux États-Unis, Diamond, est en cessation d'activité temporaire. Ils sont même en défaut de paiement aux éditeurs, aux libraires. Là, ils ont trouvé une astuce pour payer 25% des sommes qui sont dues. DC aurait mis en pause toute la production de son Black Label ainsi que la fameuse 5G. Tu parles d'un lancement maudit. Préférait justement se focaliser sur les titres pour les enfants et pour les jeunes adultes. C'est pour ça que je vous parlais de Gotham High. On y a cru, on pensait que l'Australien Stu Colson allait sauver l'industrie du comics grâce à sa plateforme Comic Hub, donc qui permet d'acheter en ligne ses comics, d'avoir directement la version digitale et puis ensuite de passer retirer dans un point de vente partenaire la version physique. Le problème, c'est que la majeure partie des libraires ont opéré une levée de bouclier, une levée de variante cover, si je puis dire, et ils n'en voulaient pas parce qu'ils ont peur que ça donne aux lecteurs le virus du digital, et donc ils délaissent de plus en plus les rayons physiques des librairies. 2, parce que la plateforme n'est pas gratuite, elle coûte 400$ à l'acquisition, même si on nous promet qu'il y aurait eu une Corona réduc, ça ne satisfait pas les libraires qui n'y voient pas une marge de profit satisfaisante, d'autant que je pense qu'il y a, comme certaines plateformes en France le font, des frais de maintenance qui sont à payer chaque mois. Troisièmement, il n'y a pas que les conditions économiques qui étaient trop galères, il y a aussi la logistique, puisqu'ils ne savent pas le volume de comics, de vieilles nouveautés qu'ils vont recevoir une fois que la situation sera revenue à la normale, si elle revient à la normale, donc non. Du coup, les éditeurs se retirent et se rabattent sur des solutions d'urgence. DC Comics va filer 250 000$ à un fonds d'aide au comic shop. Ils avaient déjà été précédés par l'éditeur qui n'a même pas pu faire son lancement officiel, un Bad ID qui avait filé 25 000$. Certains en appellent à Hollywood qui font clairement des comics, leur mine à idées depuis des années pour mettre la pince au porte-monnaie. Pas sûr que ça se fera. En attendant de voir comment la situation évolue, c'est assez ironiquement un retour au statu quo et à ce bourbier des temps de crise. 2 en 1. La semaine dernière, je vous parlais de l'appel de certains artistes à un grand crossover entre Marvel et DC pour booster les ventes de l'industrie du comics, et ça a donné des idées à certains qui veulent simplement booster leur compte en banque, puisqu'on a vu ce numéro de New Teen Titans numéro 6 à être mis en vente à 1,2 million de dollars sur eBay. Alors vous allez me dire, à ce prix-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a le code pour télécharger la Snyder Cut? Est-ce qu'il y a des photos de Valéry Giscard d'Estaing et de Christine Boutin à poil en mode vieux du stade? Eh bien non, il y a tout simplement une erreur d'usinage, une erreur d'impression, puisque sous cette couverture se trouve en fait un Marvel 2-in-1, le numéro 74. L'erreur remonte à l'époque où DC avait accepté de faire appel au service de la même imprimerie que Marvel Comics. Ils venaient de finir d'imprimer le Marvel 2-in-1 numéro 74 et ils se sont servis de l'intérieur pour calibrer la couverture du New Titans numéro 6, d'où l'erreur, d'où ce comics Bigou, littéralement un comics 2 en 1 ultra rare, puisqu'il n'en existerait que 2 de connus à ce jour dans le monde, d'où le prix de dingo réclamé sur eBay. Il n'y a même pas le petit bouton faire une offre qui est proposé, sinon j'aurais dit bon 5€, parce que vous comprenez, ça m'embête, c'est quand même pas la bonne cover. Étrange. Et on termine justement avec un autre crossover insolite entre 2 légendes, cette semaine, 2 légendes que j'adore particulièrement. D'un côté vous avez DC Comics et de l'autre vous avez Strange Music, donc le label de hip-hop indépendant cofondé par Tech9 et qui est une légende du hip-hop indé, qui est parti de rien, qui s'est hissé au sommet de son game. Il a tout fait tout seul, c'est une bête de travail, une bête de scène, puisqu'il fait plus de 100 concerts par an. Il est parti de zéro et ça fait plusieurs années qu'il est sur la Forbes list, qui pèse plusieurs millions de dollars à lui tout seul. Et alors vous savez que là-bas ça se mesure comme ça. Maintenant il vend peut-être moins d'albums que ses collègues, mais la marge est plus grande ainsi que le contrôle créatif, donc il a clairement fait les meilleurs choix dans sa vie selon moi. Et bien Strange Music s'oppose à un dépôt de copyright de DC, de Strange Adventures. Alors, je vous en parlais, la nouvelle série de comics de Tom King et de Mitch Gerads, qui a la possibilité, vu comment le copyright est déposé, de sortir également en production télévisuelle, ciné, série, mais qui viendra empiéter sur les propres marques de Strange Music, qui a d'abord la musique, mais aussi tous les produits dérivés, les fringues et tout ça. Donc une battle bien moins demi-mollante, puisqu'elle se fera entre avocats et non pas entre artistes, puisqu'ils ont, je crois, jusqu'en novembre, soit pour porter ça devant les tribunaux, ou bien pour trouver un accord à l'amiable, et ça serait vraiment cool que DC laisse Tech9 avoir son propre comics ou un truc du genre.
Lisez, lisez et lisez, hein. Cette semaine j'ai enfin lu Spider-Man, l'histoire d'une vie, hein. Vous savez, ça m'a un petit peu fait le même effet que quand on voit la vidéo d'un type nu qui se balance en rythme loin derrière un pendule, hein, pour cacher son zboob. On ne peut qu'admirer la prouesse technique, mais au final c'est pas si transcendant que ça, quoi. Mais là c'est un petit peu pareil, hein, avec le scénar de Chip Zdarsky qui ambitionne donc de revisiter toute la vie de Peter Parker comme si elle s'était déroulée dans une temporalité normale, comme s'il avait vieilli normalement. Donc ça comporte évidemment son lot de réinterprétations audacieuses, notamment hein, la fameuse saga controversée du clone, l'immortalité entre guillemets de Tante May aussi, hein, c'est intéressant, il y a des trucs intéressants. On m'avait peut-être un petit peu trop vendu un chef-d'œuvre aussi, hein. Moi j'avais lu que la première issue en VO et c'est vrai que bon, ben, pour le coup elle m'avait clairement embarqué, mais en allant jusqu'au bout, bon, j'étais pas, voilà, pas enchanté plus que ça, même si j'étais quand même content de retrouver un Mark Bagley qui, certes, est un petit peu oscillant sur ce numéro, mais qui reste tout à fait en forme, hein, un numéro dont il me tarde déjà de débattre avec vous. Sinon, j'ai aussi lu le tout premier Quarantine Comic qui nous est proposé par la même équipe que ceux qui réalisent le comics Ice Cream Man chez Image Comics, donc Maxwell Prince, Chris O'Halloran et Martin Morazzo. C'est un comics de 5 pages avec la couverture qui coûte 2 $ et dont la moitié des bénéfices est reversée au fond d'aide au comic shop américain. Ça se passe dans le même univers qu'Ice Cream Man, hein, et je vous conseille vraiment de relire ce comics, donc je me suis mis un petit peu à relire Ice Cream Man aussi, hein. Je m'étais arrêté je crois au 5 ou au 6, je sais plus, hein. Donc là je vous conseille clairement de lire la première issue, hein. Vous allez savoir au bout de 7 pages chrono si ce comics il est pour vous ou non. C'est un ovni, hein. C'est une histoire d'horreur, et donc d'un village où les habitants sont assez étranges, hein, et ils sont tous reliés par un dénominateur commun, c'est le marchand de glace qui passe dans son fameux camion. Voilà, je vous en dis pas plus. Sinon j'ai aussi maté un live de l'école d'art de la famille Kubert, donc dans Les Autres recevaient Dan Didio, qui n'a pas donné de détails très croustillants sur son éviction, mais qui en revanche a donné des détails très intéressants sur sa vision du marché, sa vision, ce que c'est qu'être un éditeur, le métier. Donc c'est super intéressant, une super heure. J'ai aussi maté la saison 3 de True Detective, hein. Alors oui, je sais, elle n'est pas aussi bien que la première, mais j'ai vraiment aimé l'esthétique, le propos, hein, les acteurs qui sont vraiment au top, hein, même si je trouve qu'elle souffre pour moi à cette saison du même problème que la saison 2, hein, c'était plus flagrant peut-être sur la saison 2, mais qui est, des fois ils expliquent un petit peu trop les choses, hein, alors qu'ils pourraient simplement se contenter de nous les montrer, hein. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé, à tous ceux, et vous êtes nombreux, hein, de plus en plus, qui mettent des pouces bleus, hein. Maintenant on dépasse toujours les 1000 pouces bleus, c'est complètement fou, hein, qui partageaient, qui tweetaient, qui retweetaient, qui facebookaient, qui instagrammaient dans les stories, qui voilà, vous êtes là dans les stories souvent à me dire ah ben regarde, on regarde le JT, donc c'est super sympa, vous m'aidez à avoir de la force virtuelle, à propager les comics, et donc c'est super sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, hein, dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, hein, ou bien sur les réseaux sociaux également, hein, que j'ai déjà mentionné. En ce moment je fais un petit peu des lives sur Instagram, hein, c'est très original, je sais, non mais j'en fais pas beaucoup, mais j'essaye d'avoir un angle intéressant. Voilà, la dernière fois j'ai lu toute une newsletter de Warren Ellis, hein, qu'il avait fraîchement envoyé le dimanche après-midi. Bah, le dimanche soir on l'a lisé, on l'a débriefé ensemble. C'est sur les réseaux sociaux que vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté dans le JT depuis plus de 4 ans maintenant. J'espère que vous allez tous bien, que vous vivez bien votre confinement ou pas, pour ceux qui malheureusement doivent continuer à prendre des risques, et bah, évidemment je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah putain, j'ai un mail de ma secrétaire avocate qui me dit que un certain Marc Dutroux aurait déposé le concept un Disney Plus si affinité, hein, pour ses après-midi de garderie offertes pendant le confinement. Un concept qui était déjà réclamé par Daniel Cohn-Bendit, hein. Bien sombre bail.